Donc, comment bien gérer son argent en 4 actions. Donc, la première action, c'est de vivre en dessous de ses moyens. La deuxième, c'est de faire place aux nouvelles choses. La troisième, de mettre en place un rituel financier. Et enfin, d'automatiser. Donc, on va voir en détail tout ça. Donc, pour la première action, ma première question sera combien parmi vous savent déjà, ont déjà une idée s'ils vivent en dessous ou au-dessus de leurs moyens. Sachant que vivre en dessous de ses moyens, ça veut dire que vous avez des revenus et vos dépenses sont toujours inférieures ou égales à vos revenus. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà une idée. Ou alors pas du tout, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir pour voir comment faire et par où commencer. Donc il y a déjà une idée. D'accord, très peu de monde. Donc c'est une bonne nouvelle, cet atelier va vous être utile. Alors la première étape, c'est vraiment de savoir où vous en êtes, parce que la règle pour la sécurité financière, la première règle, c'est vraiment de vivre en dessous de ses moyens. Donc, avoir des revenus chaque mois vers les dépenses habituelles, mais aussi avoir une part d'économie, une part d'épargne que vous pouvez mettre de côté. Et c'est cette différence qui va vous permettre sur le long terme d'avoir des finances saines et d'éviter tout stress financier. Alors, qu'on s'entende bien tout de suite, ça ne veut pas dire se restreindre, mais c'est vrai que suivant votre situation actuelle, ça peut nécessiter de faire des changements plus ou moins grands. Mais ici, c'est pas l'objectif de se dire oh, bah, j'ai des salaires, mais je peux même pas en profiter parce que je peux pas tout dépenser. Non, en fait, c'est vraiment de se dire bah, je profite, je couvre mes dépenses, mais je garde aussi pour assurer mon futur. Donc, comment faire pour pouvoir vivre, pour déterminer déjà si vous êtes en dessous ou au-dessus de vos moyens. Il faut déterminer son avoir net. Donc, c'est l'action numéro 1, déterminer son avoir net. Alors, c'est un terme financier et on peut le résumer de la façon suivante, c'est tout ce que vous possédez moins tout ce que vous devez. Donc, tout ce que vous possédez, c'est vos revenus, vos salaires, mais tous vos revenus. Faut pas oublier de prendre tous les plans, les assurances vie, les plans épargne entreprise. Vous pouvez aussi inclure les collections, si vous êtes un collectionneur, par exemple, un collectionneur de vin ou même de voitures. Ça, c'est vraiment, vous l'avez et ça a de la valeur, donc ça vient vraiment en positif. Il faut aussi l'inclure. Tout ce que vous devez, en revanche, ce sont donc les charges que vous payez tous les mois et aussi les crédits, tout ce que vous avez emprunté, vos dettes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en langage financier du passif. Donc vous avez les actifs, donc ce que vous possédez, ce qui vous appartient, qui a de la valeur, moins les actifs, donc moins les passifs, pardon, ce que vous devez, ce qui ne vous appartient pas, ce que vous devez rembourser à un moment donné. Donc ça, c'est l'avoir net. Et quand on le fait sur vraiment à l'instant T, aujourd'hui, sur tous les comptes, que ce soit le PEL, le livret A, le CEL, vraiment tous les comptes, plus ce que vous avez comme collection, ça s'appellera votre patrimoine. Moi, ce que je vous recommande de faire pour commencer, si vous n'avez jamais fait cet exercice, c'est déjà de prendre les 12 derniers mois de l'année. Donc là, par exemple, on arrive au 30 avril 2020. C'est de faire un point, de revenir au 1er avril ou 1er mai 2019 et faire un point sur toutes vos dépenses de l'année, entre 1er mai 2019 et là, 30 avril 2020. Pourquoi 12 mois? Parce que ça peut paraître un petit peu difficile et long, mais en fait, en général, une année couvre toutes les dépenses. Et vous pouvez aussi avoir des dépenses exceptionnelles et des revenus exceptionnels.
mais ça couvre aussi tous les abonnements ou les assurances qui parfois sont prélevés en une seule fois, les abonnements qu'on paye une fois l'année aussi. Je pense notamment, enfin, je sais que moi, mon assurance voiture, je la paye en une fois chaque avril. Les abonnements Amazon qu'on paye aussi en une fois en début d'année. Et si on ne revient pas assez dans le temps, si on reste sur 2, 3 mois, 6 mois, on peut rater ces types de dépenses qui, cumulées, peuvent représenter un montant non négligeable. Donc, une fois que vous avez tous vos... vous pouvez aussi, pour le faire, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des extraits de mes relevés de compte en format Excel. Comme ça, je pouvais ensuite je pouvais faire des calculs, des tableaux, mais c'est vrai que je maîtrise cet outil. On ne maîtrise pas forcément cet outil, mais au moins les relevés de compte sur les 12 derniers mois, vous avez tout, puis souvent les 12 derniers mois restent accessibles. Donc ça, vous pouvez le faire. Vous séparez vos dépenses de vos revenus, c'est la première chose à faire. Et sur 12 mois, vous faites la somme de toutes vos dépenses et de tous vos revenus. Comme ça, c'est la première étape. Et quand vous faites la différence, vous voyez très, très vite si vos revenus sont inférieurs ou supérieurs à vos dépenses. Donc, et là, ça va vous donner une idée. Et alors, il peut y avoir parfois des bonnes surprises comme des mauvaises. On peut se dire, par exemple, qu'on était bien toujours, qu'on restait toujours dans les clous, qu'on dépensait pas plus que ce qu'on gagnait. Et puis, résultat des courses, sur 12 mois, tout cumulé, les petites dépenses par-ci, par-là, on a peut-être dépensé plus que ce qu'il fallait. Ou alors, bonne surprise, on pensait toujours être un peu ric-rac à la fin du mois, mais sur 12 mois, tout en cumulé, finalement, bonne nouvelle, il nous reste un peu d'épargne. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce point de départ, de vraiment faire ce bilan pour pouvoir déterminer où vous en êtes. Et pour pouvoir déterminer où vous en êtes, ça vous permet de vous dire, là, j'ai besoin de plus d'épargne et où est-ce que je vais pouvoir agir. Mais vraiment, savoir où on est pour savoir où on veut aller, c'est vraiment la base. Et ça vous explique clairement où vous êtes. Et comme on dit en développement personnel, c'est la clarté, c'est le pouvoir. Donc vraiment, faire le point là-dessus, ça va vous donner du pouvoir. Et c'est la première étape qui vous permet vraiment de reprendre le contrôle de vos finances si vous ne l'avez jamais fait. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Non, ça va, merci. Alors, du coup, ensuite, la deuxième étape, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait tout ça, qu'on a tous ces chiffres, une fois qu'on a tous les tableaux, qu'on se demande, c'est très bien, je sais si je suis au-dessus en dessous, mais maintenant, je fais quoi? Donc, la deuxième étape, c'est de faire le tri. Et pourquoi faire le tri? Pour faire place aux nouvelles choses. Surtout si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup plus de dépenses que vous n'imaginiez par rapport à vos revenus. Alors, c'est vraiment l'occasion là de se dire, de remettre tout en place et de redéfinir ce qui est vital pour vous. Et la crise a ses mauvais côtés, le confinement aussi. Le bon côté, c'est que le mode de consommation a changé. Donc, du coup, comme ça a changé, on voit ce qui était vraiment, on pensait par exemple qu'il fallait absolument passer à la boulangerie le matin avant d'aller travailler, et puis finalement, vous êtes resté chez vous et vous n'avez pas besoin de votre café ou de votre croissant. Donc, ça a permis d'en profiter vraiment de ça pour définir pour vous ce qui est important pour vous, ce dont vous ne passerez jamais, et les choses que vous pensez abandonner. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir à ça, à 3 choses auxquelles vous n'allez pas renoncer. Ça peut être, par exemple, même si c'est la crise, j'ai moins de revenus, mais je vais quand même aller prendre mes produits frais et mes produits bio. Ça, c'est important. J'y renoncerai jamais, quoi qu'il arrive. Ça peut être ça. Et en contrepartie, 3 choses que vous pouvez abandonner, que vous n'avez pas pensé avant, mais que vous pouvez abandonner. Ça peut être par exemple un abonnement que vous preniez de façon annuelle à une salle de sport et où finalement vous allez seulement
une fois par mois et tous les années, vous vous dites, bon, finalement, je continue, j'ai besoin. Et après un mois de confinement, non, j'ai pas besoin. Je peux très bien suivre sur YouTube une formation ou même des exercices en direct que je peux suivre et faire chez moi, j'ai pas besoin. Donc, je vais vous laisser je vais vous laisser 1 minute pour réfléchir à ça, définir ce qui est vital pour vous, définir les choses auxquelles vous ne renoncerez jamais quoi qu'il arrive, et les 3 choses que vous pensez abandonner, que pour vous ça ne poserait pas de problème. J'avais juste une petite question. En fait, j'arrive pas trop je veux dire, à différencier le fait de dire, OK, je me lance dans le frugalisme. Donc, je fais attention à mes dépenses au quotidien, mais en même temps, ça veut pas dire se restreindre. Mais pour moi, enfin, je vois ça un peu comme une restriction, un petit peu, puisqu'en fait, finalement, on peut pas vraiment se faire des petits plaisirs. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que tous les petits plaisirs qu'on peut se faire au quotidien, ben, doivent être supprimés en fait, tu vois. Donc finalement, je me dis, bah, c'est un peu se restreindre quand même si on devient frugal parce que on garde notre argent par exemple pour l'épargne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, c'est vrai que c'est le Elle est où la frugalisme, limite en fait? c'est vraiment l'extrême. C'est vraiment l'extrême on dépense le minimum. Il y a beaucoup de frugalistes aux États-Unis et il y en a même qui sont allés, alors qu'ils avaient la trentaine, quarantaine, qui se sont dit, je vais économiser vraiment jusqu'au bout, et ils sont partis retourner vivre chez leurs parents. Donc, ça peut vraiment tourner dans l'extrême. À un moment, il y a quand même des choix qu'il faut faire. Mais pour pouvoir faire ce choix, il faut en avoir conscience et il faut être responsable. Il faut savoir qu'à partir du moment où on a 2 000 € de dette, mais qu'on veut quand même continuer d'aller au restaurant à 100 € par mois, alors dans ce cas, c'est un cercle vicieux, on ne sortira jamais des dettes. Mais à partir du moment où on a pris conscience et on l'accepte, on le vit comme ça. Mais si on se décide, bah non, finalement, je ne veux pas être endetté, parce que tant qu'on est endetté, on n'aura jamais la sécurité financière ni la liberté financière, de se dire, ben, je prends 1 an, 2 ans de ma vie, j'ai quand même déjà bien profité jusqu'à présent, mais pour vraiment, plus tard, se dire, bon, ben là, je me restreins vraiment au maximum pendant 1 an, voire 2 ans, mais je sais qu'à partir de là, je serai plus libre. Et c'est vraiment un état d'esprit aussi à avoir, mais qui peut pas se faire parce qu'on peut se dire je sors des dettes, mais si on n'a pas d'objectif à terme, on va pas sortir des dettes. C'est comme je vais reprendre le régime. Si on paie un régime sans avoir vraiment d'objectif, c'est très rare que l'objectif soit atteint. Si on fait un régime en se disant là j'ai 10 kilos en trop et je vais pas pouvoir courir le marathon comme j'ai envie ou faire le chrono que j'ai envie, alors on a un objectif et là, c'est beaucoup plus efficace de perdre du poids et en général, l'objectif est atteint. Donc c'est pareil, si on est endetté et qu'on veut pas se limiter, mais qu'on n'a pas de projet de vie ou des projets, des objectifs, que ce soit de carrière ou familiaux, alors ça va être difficile effectivement de rester dans le frugalisme à vie. Mais si on définit, bah, je veux sortir de mes dettes parce que vraiment j'ai à cœur d'acheter un appartement ou d'être propriétaire de ma maison ou d'avoir une maison plus grande avec un jardin, alors dans ce cas-là, ça fait sens. Et dans ce cas-là, ça va venir au fur et à mesure de se dire, bah oui, ce petit plaisir de café me coûte cher, ça me permet pas de mettre de côté, mais je le fais en toute conscience. Je sais que là, ce café va me coûter 3 euros. Tant pis, j'assume, je le prends, je le déguste. Et puis, je sais que à côté, bon, bah, c'est 3 euros de moins sur ma dette de 3 000 € à rembourser. Donc, c'est un passage, je dirais, obligatoire si on peut partir d'une situation endettée à une situation où on veut justement sortir des dettes et ne plus devoir rien à personne. Ensuite, c'est un mode de vie. Et ça, après, il y a des personnes, donc les fameux Américains, qui sont dans le frugalisme et qui n'en sortent plus parce qu'en fait, c'est devenu leur mode de vie. Donc, pour eux, ça pose même plus de problème, c'est même plus des plaisirs. Leur plaisir, c'est d'être dans leur cabane, avoir leur potager dans la forêt et être entouré des animaux. Donc, ils sont dans le frugalisme parce qu'ils ne dépensent plus, ils ne consomment plus, mais c'est devenu aussi leur plaisir. Donc, c'est là où il faut vraiment trouver la limite. Et donc, nous, quand on est arrivé, on était vraiment tombé dans le frugalisme pour pas
pour pas avoir à emprunter quoi que ce soit. On avait nos économies, notre budget bien défini. Et puis maintenant, au bout de 2 ans, on sort au fur et à mesure de ce frugalisme, on s'accorde quelques plaisirs. Mais c'est aussi parce qu'on a mis, on verra ça, c'est l'étape 3, on a mis aussi une stratégie financière qui nous permet à la fois de profiter du moment présent et à la fois d'anticiper et de prévoir le futur. Donc c'est aussi important, c'est pour ça qu'il y a vraiment 4 actions à faire, qui sont à faire dans l'ordre, pour que tout ça, à la fin, n'amène aucune frustration. Mais c'est sûr que dès qu'il y a un changement, il va y avoir des frustrations. Dès qu'il y a un changement, notre cerveau reptilien va dire attention, danger. Mais tant qu'on n'a pas aussi compris les tenants et les aboutissants, ça va être un cercle vicieux. On commence, on arrête, on commence les économies, et puis finalement, non, on ne profite pas de la vie, donc on va tout redépenser. Donc, c'est vraiment des choix à faire, mais le plus important, c'est d'en prendre conscience et de le faire justement en pleine conscience, de vraiment se dire, bon, bah là, je mets vraiment de côté, je sais que ça va durer 1 an, mais je sais aussi que c'est pour mon bien et que c'est pour pouvoir assurer de vivre vraiment sur le long terme sans avoir plus jamais à me poser cette question-là, est-ce que je dois choisir pour mon café ou pas? Parce qu'il y a plusieurs aussi méthodes soit on décide d'en faire un mode de vie, soit c'est une contrainte, et si c'est une contrainte, il n'y a pas que les dépenses à réduire, on peut aussi augmenter ses revenus. C'est ce qu'on gagne, et c'est ce qu'on a fait nous par exemple, c'est que régulièrement on fait les points dans les placards, qu'est-ce qu'on peut vendre pour avoir comme argent supplémentaire parce que là ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir en road trip dès que le confinement sera terminé, et donc qu'est-ce qu'on peut vendre pour avoir un petit peu plus pour dépenser pour notre road trip. Donc mais ça on sait que on fait vraiment de cette façon-là, on réduit nos dépenses, mais on cherche aussi à augmenter et diversifier nos sources de revenus. Donc je ne sais pas trop si ça répond à ta question. Oui, oui, non, c'était une réponse très complète. Et effectivement, oui, je comprends qu'en fait, même si tu peux faire le choix du frugalisme, ça ne veut pas dire que tu te lances jusqu'à ta mort. Enfin, je veux dire, Voilà, c'est ça. en fonction de tes objectifs, et tu peux, par exemple, être frugal pour une certaine période de temps, pour un certain projet, et puis après, peut-être revenir à certains plaisirs sans être dans l'ultra-consommation. Mais ok, d'accord. Bon, c'est un peu plus Ouais. rassurant alors. Je pensais que oui. Non, ouais, soit c'est un mode de vie, soit c'est une obligation. Après, on peut aussi le faire vraiment, le dire, bah là, je veux vraiment une sécurité financière. Et puis au final, c'est ce que je vois aussi moi, on l'a mis en place. Et puis finalement, on s'est orienté vers, on consomme beaucoup moins que ce on a pris aussi conscience de certaines choses, on était dans une société vraiment de surconsommation. Et Ouais. que donc, on a appris aussi à consommer, pas consommer moins, mais consommer différemment, dans des choses qui nous apportaient vraiment quelque chose, qui avait de la valeur, ou dans des objets qui respectent plus la planète, qui sont pas faits en Inde ou en Chine. Et ça nous a permis aussi, je pense, avec le recul, d'avoir une consommation différente, en fait. Donc, et Ouais, puis c'est après, plus intelligent, quoi. voilà, c'est ça. D'accord. Et parce qu'effectivement, je ne l'ai peut-être pas dit assez au début, euh, forcément, s'il y a beaucoup de changements à faire dans vos habitudes pour atteindre cette sécurité financière, ça va être extrêmement dur. Mais le but, c'est vraiment pas de se dire bon, ben là, c'est bien, je suis millionnaire et je pars avec mes millions dans ma tombe. Non, le but, c'est vraiment de se dire j'ai assuré ma sécurité financière, maintenant, je peux me concentrer sur l'essentiel. Et c'est aussi pour ça que je fais ces ateliers, pour qu'il n'y ait plus de stress financier et qu'on se dise, bah maintenant, je passe à l'étape suivante. J'ai envie, par exemple, de me reconvertir. Je suis, comme moi, j'étais par exemple dans le contrôle de gestion, je suis contrôleur de gestion, mais j'ai plus de sens à mon travail. J'ai envie de devenir pâtissier. Mais pour devenir pâtissier, il faut des diplômes, faut apprendre. Et de se dire, bah, j'ai pas ce stress financier, j'ai de côté, j'ai une stratégie en place, je peux me lancer dans ce projet sans crainte. Parce que c'est un peu ce qui s'est passé pour moi.
Donc, j'étais contrôleur de gestion jusqu'à il y a 3 ans. Je me suis posé beaucoup de questions existentielles et un peu sur un coup de tête, j'ai posé un congé sabbatique pour partir en mission humanitaire. Et j'ai pu le faire parce que j'avais déjà des économies de côté, j'avais un bon confort de vie et il n'y avait pas de problème là-dessus. Ce à quoi j'ai pas pensé, c'est de vraiment planifier sur le long terme, de se dire bah maintenant sur 2 ans, bon bah les économies, il n'y en a plus beaucoup. Donc c'est vraiment de se dire, si j'avais fait le point, si j'avais fait un bilan vraiment de ce que j'avais besoin, de ce que je voulais faire, bah, j'aurais pas été en stress financier au bout de 2 ans, me dire, oula, j'ai plus rien, il va falloir faire quelque chose. Donc c'est vraiment une fois que tout est en place, on peut s'orienter vers d'autres projets et on peut faire ce qu'on a vraiment envie de faire, on peut se concentrer sur l'essentiel. On peut, par exemple, aussi s'occuper de sa famille, de dire, ben, je les sors du système scolaire, je vais les éduquer moi-même. Et donc, tout ça, c'est possible à partir où on a vraiment une sécurité financière et des finances saines, mais sur le long terme. Donc, voilà, donc c'est vraiment l'action 2 que je vous invite à tous faire. Définir vos priorités par rapport à l'argent et vérifier, une fois que vous avez fait le bilan sur 12 mois, que vos dépenses sont alignées avec vos objectifs. Et si vous n'avez pas encore défini d'objectif, j'ai posté une vidéo sur YouTube du premier atelier que j'avais fait qui peut vous aider à définir justement des objectifs et des priorités, notamment pour la post-crise, si vous vous posez des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette deuxième partie de, de faire un point sur ce qui est vital et prioritaire pour vous? Euh, oui, juste pour rebondir sur la question qu'il y avait tout à l'heure, euh, en fait, il n'y a pas de niveau, par exemple sur l'exemple de la frugalité, il n'y a pas de niveau à proprement dit, c'est à nous de définir nos niveaux et de les augmenter progressivement si on veut, en fait, pour aller vers une diminution la plus importante possible, en fait. Oui, si c'est pas un choix si c'est pas un mode de vie qu'on a envie de garder pour le futur, oui, c'est à nous de déterminer, y aller progressivement aussi. Et c'est à nous de déterminer, bon, bah là, c'est pour ça que c'est important de définir des projets et de mettre des dates limites et d'avoir des montants pour le projet. Si par exemple, il faut 5 000 euros pour payer la formation pour devenir pâtissier, c'est important de savoir 5 000 euros ce que ça représente. Par exemple, dans un an, je me lance dans cette aventure, donc j'ai un an pour économiser 5 000 euros. Bah, combien il me faut par mois? Et c'est ce montant-là, ces 5 000 euros divisé par 12 mois. Est-ce que je les ai déjà? Peut-être que je les ai déjà et c'est une bonne nouvelle, mais comme je n'avais jamais fait le point, je m'en suis pas rendu compte. Ou peut-être que je les ai pas du tout et ça implique de vraiment réduire toutes les dépenses, de vivre avec le strict minimum, de changer d'appartement et bah, dans le frugalisme, c'est retourner chez ses parents, mais ça peut être aussi avoir loué un appartement plus petit pour vraiment atteindre cet objectif financier. Donc, c'est chacun, suivant ses objectifs, qui va déterminer sa propre limite. Ensuite, peut-être que après avoir testé la cabane dans les bois et vivre comme ça, au bout d'une semaine, si vous craquez, ça ne vous correspond pas du tout, bah, surtout, il ne faut pas rester comme ça, il faut revenir au mode de vie mais tout en continuant de se poser les questions, toujours avoir les questions, bon, bah, à quoi je peux renoncer pour continuer d'atteindre mon objectif si je vois que je ne peux pas l'atteindre dans le délai que je m'étais donné. Donc, c'est chacun aussi suivant son propre mode de consommation actuel. Peut-être qu'il y en a déjà qui sont en mode minimaliste. Et dans ce cas-là, il y a déjà de l'argent de côté, mais qui peuvent aller plus loin. Ou alors se dire, bon, bah, j'ai pas envie de réduire ça, bah, comment je fais pour gagner plus? C'est vraiment deux options. Et combiner les deux, c'est atteindre plus vite ses objectifs financiers. Deux options par rapport à son argent, soit je gagne plus, soit je dépense moins, ou les deux. Et ça permet de déterminer le niveau de frugalisme ou de minimalisme qu'on veut atteindre, sachant que si on met très peu déjà de côté ou si on est endetté et qu'on veut changer ni l'un ni l'autre, je vais le dire tout de suite et être un peu cash, mais dans ce cas, vous n'arriverez pas à atteindre la sécurité financière, ça c'est sûr. Il y a pas de secret là-dessus. Non. Donc, du coup, comment pendant mon road trip, on n'a pas craqué.
sur des dépenses inutiles. Et pourtant, c'est pas les envies qui nous en manquaient, hein, parce que comme on habitait à Paris, on avait un bon mode de vie, on avait des bons salaires, on se privait pas, donc on aimait bien, dès que l'été arrivait, prendre une petite bière ou un petit verre de vin rosé en terrasse, arriver en road trip du côté de Montréal, juste voir les terrasses, on savait qu'on ne pouvait pas dépenser cet argent-là parce qu'on devait garder justement pour l'installation future et même pour tout au long du road trip. Donc ça a été extrêmement dur. Mais on a tenu parce qu'on avait mis en place une stratégie financière qui nous a permis de penser long terme. Et cette stratégie financière, du coup, je vous la développerai un peu tout à l'heure. Mais donc, penser long terme et tout en vivant le moment présent, c'est extrêmement important. Et ça se fait notamment en construisant un budget. Une stratégie financière, c'est beaucoup plus sur le long terme. L'avantage d'avoir une stratégie, c'est qu'une fois qu'on a décidé de la stratégie qu'on voulait appliquer, on n'a pas besoin de la revoir tous les mois. Donc, une fois que vous avez décidé de comment vous allez dépenser, à chaque fois que vous allez faire le bilan le premier du mois, vous n'avez pas besoin de vous dire, alors là, comment je vais faire pour le mois suivant, comment je vais répartir mon argent. C'est que tout est déjà clair, tout est déjà au carré et on n'y pense plus. La façon dont dont vous dépensez votre argent un mois sera la même dans le mois suivant. Elle sera la même en termes de pourcentage, hein, mais vous pouvez faire un resto puis un théâtre dans vos loisirs, ça c'est pas un souci. C'est vraiment la répartition des catégories de dépenses. Une fois que dans la première partie, vous avez analysé vos dépenses, vous allez donc les catégoriser entre ce qui est nécessaire, ce qui est du ressort des loisirs et ce qui est du ressort d'économie ou d'investissement. Alors, en termes de stratégie, là, on existe plusieurs, hein, vous en trouverez plusieurs sur Internet. Il n'y en a pas de bonnes ou de mauvaises. C'est vraiment, vous devez choisir une stratégie qui vous correspond à vos objectifs, qui vous correspond à votre façon de consommer et qui correspond à vos priorités. Donc, il y a par exemple la stratégie du 50-30-20. Donc, ce sont des pourcentages, 50%. 50% de vos dépenses, non, 50% de vos revenus vont être utilisés pour répondre à vos besoins. Donc, ça peut être le loyer, les assurances, la voiture, Internet, votre téléphone. Donc, ça, c'est vraiment les besoins. 30% de vos revenus vont être alloués à ce que vous avez envie. Donc là, c'est vraiment la notion de plaisir. Donc, on verra que dans ces deux stratégies, il y a toujours une notion de plaisir. Donc, 20% d'économie. Donc, il y a toujours les économies pour le futur et les 30% pour se faire plaisir aujourd'hui. Et la deuxième stratégie qui s'appelle 70-20-10, c'est 70% de vos revenus partent dans vos dépenses. Vous mettez 20% d'économies de côté ou vous utilisez 20% de vos revenus pour rembourser vos dettes. Et enfin, vous mettez 10% de côté pour investir. Ou bien pour un gros projet, comme par exemple, je sais qu'au Canada, étudier à l'étranger, ça coûte vraiment cher. Donc, souvent, ce que font les jeunes, c'est qu'ils mettent de l'argent de côté pour pouvoir payer leurs études. Une année coûte de 15 à 30 000 $. Une année d'études, et donc il y a 5 années d'études. Donc, pour eux, ça leur sert à mettre 10% réservés à l'université, pour mettre de côté pour l'université. Si vous êtes déjà diplômé, alors gardez ces 10% pour investir. Donc, cette stratégie, enfin toutes les stratégies d'ailleurs, répondre à ta question, Julia, de tout à l'heure, c'est j'ai pas envie de me priver. Non, dans aucune de ces stratégies, on se prive parce qu'il y a toujours justement une part qui est réservée à ce qu'on a envie, à notre plaisir. Donc, ça peut être l'abonnement de gym, par exemple, tous les mois. Ça peut être l'abonnement théâtre, ça peut être aller au cinéma, ça peut être juste des sorties avec les amis, n'importe
quel plaisir. J'ai un coloc qui, lui, son plaisir, c'est de partir avec son gros 4x4 dans les montagnes pour traverser les montagnes en 4x4, sauf que ça coûte très cher. Donc, mais c'est sa partie plaisir, c'est vraiment ce qu'il a envie. Et donc, c'est pour ça que c'est important dans une stratégie de pouvoir penser long terme et aussi se faire plaisir aujourd'hui pour être justement moins frustré et moins se dire bah, je vis plus en fait ou j'ai l'impression de me restreindre. Donc, je ne sais pas, Julia, si toi, tu avais déjà mis en place une stratégie ou un budget de ce type-là. Non, en fait, c'est vrai que j'épargne depuis un moment déjà, mais j'ai jamais vraiment établi de stratégie financière. Donc, si tu veux, je mettais de l'argent de côté, mais c'était pas vraiment, carré, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, du Donc, coup, en mettant cette stratégie, ça va aussi te dire, bon, bah, finalement, le petit café auquel je voulais renoncer, il rentre dans mes 10, oui, 20 ou 30%. c'est ça. Voilà. Mais ça, du coup, tu le feras vraiment en ayant conscience. Donc, c'est vraiment ça le plus important, de toujours savoir où part votre argent et ce que vous en faites. Ouais, Il faut prendre le contrôle. d'accord. Et moi, donc, la stratégie que j'ai adoptée s'appelle la stratégie déjà, qui a été créée par T. Harv Eker, qui est le maître de la liberté financière, qui est l'équivalent de Tony Robbins de développement personnel. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec le développement personnel, mais en tout cas, ce sont vraiment des personnes qui ont atteint la liberté financière et qui sont, enfin, pour moi, c'est vraiment mes mentors. Donc, je suis régulièrement ce qu'ils font. Et donc, j'ai mis en place sa stratégie. Et quand je disais qu'il faut choisir une stratégie qui correspond parfaitement ou qui est le plus en phase avec ses priorités, avec ses objectifs, avec ses projets, j'ai choisi cette stratégie. Dans le slide, vous voyez la répartition des montants. Donc, il y a net, donc c'est tout ce qui est nécessaire, donc les loyers, les assurances, l'essence, les téléphones, tout ce qui est vraiment nécessaire pour nous. Il y a la LIFI, donc c'est 10% qu'on met de côté pour investir, pour notre liberté financière. Les 10% de long terme, donc l'argent qu'on met de côté, c'est toujours en pourcentage des revenus, hein, qu'on met de côté pour anticiper une voiture, une réparation de voiture ou des pneus à changer, ou anticiper une amende qu'on doit payer mais qui n'était pas prévue. Une partie éducation, donc qui est pour se former, 10% de plaisir et 5% pour des dons. Et j'ai choisi celle-là et elle correspond complètement à moi, à ma façon de vivre. C'était les fameux 10% d'éducation, parce que je suis en constante formation. J'adore déjà apprendre et me former, que ce soit par des vidéos, par des formations, en lisant des livres, en participant à des séminaires. Et donc, ce qui me plaît dans cette stratégie, c'est que j'ai 10% vraiment consacré à ça. Et donc, c'est pour ça que c'est important de choisir une stratégie qui correspond, parce que, par exemple, dans les deux autres que j'ai évoquées tout à l'heure, 50, 30, 20 ou 70, 20, 10, je ne savais pas comment l'intégrer, ces fameuses formations, comment les intégrer dans ces enveloppes où on parlait vraiment soit de besoin, soit de vouloir, et enfin pas de vouloir, mais soit de souhait. Et donc là, j'ai trouvé une stratégie complètement adaptée. Et s'éduquer aussi, enfin s'auto-former, s'éduquer et toujours être en apprentissage, c'est aussi important, vous, pour que vous puissiez aussi atteindre la liberté financière. Parce que qui dit liberté financière dit investissement, revenu passif, mais vous ne pouvez pas investir si vous ne connaissez pas l'objet dans lequel vous allez investir. D'ailleurs, si ça vous intéresse, la semaine prochaine, l'atelier sera sur l'investissement. Donc, c'est aussi pour ça que Thierry Wecker a inclus cette partie éducation dans ses jars, parce qu'il faut être, tous les entrepreneurs, tous les pointures de ce monde sont en constante aussi formation. Elles se forment, elles sont toujours coachées, elles apprennent toujours, elles ne cessent jamais d'apprendre. Donc, c'est aussi important. Et puis, ce qui est aussi important, c'est les 5% de charité, tout ce que l'on donne.
pour moi, c'est une partie importante puisque vous connaissez peut-être le fameux adage, quand on donne, on reçoit. Et j'ai pu constater vraiment l'impact puissant de cet adage. Je l'ai testé. Quand on donne, il faut donner aussi avec le cœur. Faut pas, si on donne en se disant ah je vais recevoir ça, non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment on donne avec son cœur sans attendre rien en retour. Et pour l'anecdote par exemple, donc c'était je pense la première fois que j'avais entendu parler de ce concept donner pour recevoir. Quand je suis partie en Équateur, je suis partie avec déjà beaucoup d'affaires scolaires parce que j'avais fait une collecte auprès de mes, de mes collègues, mais surtout avec aussi des affaires qui m'appartenaient. Je me disais, bon, bah là, je pars avec cette valise, mais je ne reviendrai pas avec, je vais les donner. Je les donnerai en repartant. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, donc, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais. Puis, ça me permettait, j'étais contente parce que je savais que ça allait leur servir. Donc, ça allait des chaussures au sac à dos. Et, donc, pour la petite histoire, ça faisait 3 ans que je cherchais une paire de sandales, de jolies sandales. J'avais beau faire tous les magasins, il n'y avait rien qui me convenait. Et donc, je suis partie là-bas, je suis revenue, j'avais donc donné toutes mes affaires, des chaussures, des vêtements, des sacs à dos et autres. Et je crois 2 jours après avoir atterri en France, j'ai donc la copine du père de mon copain qui vient vers moi et dit ah Sandra, j'ai fait le tri dans mes affaires, cette paire de chaussures me va pas du tout, est-ce que tu les veux? Et je les ai regardées, c'était pas censé être ma taille, mais elles m'allaient parfaitement. Je les ai trouvées super jolies. Et ça m'a fait sourire parce que je venais juste d'entendre cet adage, quand tu donnes, tu reçois. J'avais donné beaucoup, mais vraiment, moi, enfin, c'était vraiment avec mon cœur, c'était sans attendre rien du tout. J'ai cherché des chaussures pendant 3 ans et j'ai trouvé, et on m'offre ces chaussures, ces belles chaussures. Donc, du coup, j'étais contente. Et ça a été le début pour moi de donner toujours, toujours, sans rien attendre en retour. Et puis au final, quand un jour on a besoin, un service, bah tiens, est-ce que tu veux que je t'aide pour construire, pour t'aider à construire ta formation? Est-ce que tu veux que je t'aide pour ci? Enfin, c'est vraiment différentes choses ou même là, je vois, on va partir, on va quitter notre maison là jeudi. Et pendant une semaine, c'est vrai qu'on a fait beaucoup pour cette maison, mais parce que voilà, on aime bien si la maison, on a envie qu'elle reste bien. Et là, ça fait une semaine qu'on nous offre tous les repas et on s'était dit, nous, on va pas faire de stock parce qu'on va partir. Et du coup, on n'a même pas besoin d'aller faire les courses parce qu'on nous donne, on nous offre ça, mais parce qu'on a aussi nous donné aussi avec notre cœur et voilà, sans attendre rien en retour. Donc pour moi, ce concept de donner pour recevoir est important et cette stratégie le prend vraiment en compte. Donc c'est vraiment une stratégie qui me convient parfaitement. Après, vous en trouverez sûrement d'autres sur Internet qui vous correspondront peut-être plus, ou peut-être que l'une des trois déjà vous parle et que vous avez envie de l'appliquer. D'ailleurs, vous pouvez me dire si l'une des stratégies vous parle et laquelle vous choisiriez, si vous deviez en mettre une en place. Pour ma part, je pense que ce serait celle des jarres qui me paraît aussi la plus appropriée dans le sens où il y a plus de catégories de dépenses et je trouve que c'est plus facile du coup de voir là où va vraiment chaque part des dépenses, quoi. Ouais, c'est aussi pour ça que j'avais choisi. Ouais. Sandra, j'ai une petite question en fait sur la méthode des jars. Comment tu organises ou comment tu nommes en fait tes comptes bancaires qui matérialisent en fait ces différentes catégories? Alors moi, j'ai appris exactement les mêmes noms qui sont là. Donc j'ai le compte NEC, le compte Jiffy, le compte Plaise, le compte Char, le compte LT, donc long terme. D'accord. Est-ce que c'est bien d'avoir ces différents comptes dans différentes banques? Oui. D'accord. Non, pas forcément dans différentes banques. Le tout, c'est que par exemple, le long terme, vous n'allez pas y toucher. Le but, c'est de pas y toucher tout de suite. Donc, c'est mieux de prendre une banque où il n'y a pas de frais bancaires, parce que du coup, vous n'y touchez pas. Donc, si vous payez en plus des frais chaque mois, ça n'a aucun intérêt.
Donc, pour les comptes long terme, pour les comptes de liberté financière, où là, on n'est pas censé y toucher, il y a des règles aussi derrière, j'ai oublié de préciser, derrière tous ces comptes. Et la règle, notamment pour le plaisir, c'est de tout consommer à la fin du mois. Et la règle ici, c'est de ne jamais y toucher. Donc, les 10% qu'on ne touche jamais, pour pas payer de compte, moi, ce que j'ai fait de frais dessus, c'est que j'ai ouvert des comptes en ligne. C'est l'avantage, c'est que les comptes en ligne, ben, il y a pas de frais il y a pas de frais associés à ces comptes. Donc, ça permet ben, voilà, de faire des virements automatiques et de rien avoir à toucher et de pas s'inquiéter, de se dire je vais avoir des agios ou je vais avoir des frais parce que j'ai pas utilisé mon argent. Donc, c'est mieux d'avoir déjà, oui, d'avoir des comptes séparés. Et pour ce type de compte-là, d'avoir des comptes en ligne pour ne pas payer de frais. Après, vous pouvez peut-être négocier avec votre banquier les frais ou une réduction des frais. Et par contre, tout ce qui est nécessité et plaisir, ça peut être resté sur le compte ou avoir deux comptes séparés. Nous, ce qu'on avait fait, c'est le compte nécessité, c'est sur le compte commun, et l'autre compte plaisir. On avait d'ailleurs deux comptes. Le compte plaisir, c'est sur un autre compte. Comme ça, on a une carte bancaire associée à chaque dépense, à chaque type de dépense, pardon. Et Sandra, les vacances, voyages et tout, ça fait partie alors du plaisir des 10%? Alors, les voyages, moi, ce que j'avais fait, c'était plutôt les mettre dans le long terme. Le plaisir, c'est, ou alors, sauf si on est le premier du mois, et de se dire, bah, tiens, là, je me ferais bien un petit week-end, bah, j'y vais. Et là, dans ce cas-là, c'est effectivement la jarre plaisir. Mais si ce sont des voyages qu'on fait, par exemple, tous les 6 mois, quand je voyageais tous les 6 mois, bah, là, c'est du long terme. Et chaque côté, je mets de côté pour pouvoir voyager dans 6 mois. D'accord. Merci. Avez-vous d'autres questions sur ces stratégies? J'avais une question sur le compte Lifi, mais j'imagine que tu vas en parler la semaine prochaine. C'est sur l'investissement, en fait. Et juste après, ouais. D'accord. Donc, ce qu'on voit, pardon. Juste une petite question. Là, j'ai bien compris qu'on peut trouver plusieurs stratégies par exemple, en cherchant sur Internet et qu'il en existe peut-être des dizaines, et que là, c'est trois qui sont présentées. Mais sur celle-là, si on en trouve une, comme par exemple, je sais pas, on va prendre celle des jarres qui nous correspond, on peut après réadapter en fonction les pourcentages par rapport à Oui, nous, oui. ou rediviser les catégories ou rajouter des catégories supplémentaires. Oui, c'est vrai que j'ai oublié cette partie-là. Merci pour la question. Effectivement, quand vous allez faire votre analyse de vos dépenses sur les 12 derniers mois, quand vous allez les catégoriser, vous allez faire la somme des catégories et voir le pourcentage que ça représente à vos revenus. Ou alors c'est que votre argent est déjà sous contrôle et que vous ne le savez pas, par rapport à la stratégie des arts, il y a de fortes chances pour que les pourcentages nécessités, par exemple, soient complètement différents. En général, c'est souvent au-dessus quand on commence, il y a en général 70% à 75% des dépenses qui sont dédiées à nécessité. Mais le but, c'est de tendre le plus vers ces pourcentages pour avoir une sécurité financière et puis être serein. Donc, c'est d'adapter ces dépenses et pour atteindre ces pourcentages. Et ensuite, une fois qu'on a atteint ces pourcentages, une fois qu'on a la sécurité financière, une fois que justement, qu'on augmente notre avoir net, à un moment donné, on va avoir beaucoup plus de revenus et beaucoup plus de côté. Et là, on peut revoir on peut revoir les pourcentages. Si par exemple, on double de salaire, les 55% vont plus rentrer dans la nécessité, il n'y aura plus que 27%. Et dans ce cas, ce pourcentage, on peut le répartir de façon différente. Mais ça, c'est vraiment un travail sur le long terme. Effectivement, ce n'est pas des pourcentages figés. Mais le mieux, c'est vraiment de pouvoir au moins avoir cette stratégie tant que les revenus ne changent pas et de tendre au maximum vers ces pourcentages. D'accord. Et donc, en fait, aujourd'hui, si je comprends bien, pour pouvoir déterminer les pourcentages qui seraient les nôtres au début, si on n'est pas dans la capacité d'appliquer ce donné dans l'exemple, euh, c'est le bilan qu'on ferait de nos dépenses, par exemple, sur les 12 derniers mois,
qui permet de déterminer ce qui va aujourd'hui en nécessiter, ce qui est nécessaire pour le long terme et ce genre de choses. Voilà. À part si l'année 2019 n'a rien à voir avec l'année 2020, si vous n'avez pas changé, de travail par exemple, ou si vous n'avez rien changé à votre façon de consommer, ça sera la base, ce sera vraiment la base pour établir votre stratégie. D'accord. Et et ce que je disais au début, on peut créer des catégories supplémentaires. Si par exemple, enfin, je rebondis sur la question du voyage parce que c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a fait tilter. C'est vrai que de par les exemples qui ont été cités, le long terme, j'ai du mal à concevoir, à mêler ce qui est impôt et facture imprévue avec voyage et à pas voir le voyage comme un peu comme un plaisir. Donc du coup, on pourrait recréer une catégorie, par exemple 5% voyage et diminuer plaisir et long terme de 2 ou 3% chacun. Oui, après, chacun l'adapte comme ils veulent et c'est toujours lié à votre mode de vie. Si vous partez en voyage tout le temps à la dernière minute, alors c'est vrai que dans ce cas-là, c'est du plaisir puisque vous n'avez pas le temps de mettre de côté et vous avez votre petite cagnotte 10% de voyage que vous pouvez utiliser dans le mois. Mais par contre, si vous êtes quelqu'un qui, bon là c'est un petit peu raté, mais si au mois de janvier vous avez déjà prévu vos vacances pour le mois de juillet, alors moi je le mettrai dans le long terme parce que ça veut dire que vous avez 6 mois pour pouvoir mettre de côté 10% sans y toucher. Donc ça dépend aussi du mode de vie. Alors après, peut-être que vous avez déjà une réserve de côté, par exemple, parce que normalement, comme je disais, le long terme, ça permet de payer des factures, mais vous avez peut-être déjà une réserve de côté, une réserve de cash, ou ce que j'appelle aussi le fonds de précaution, qui permet de vous couvrir en cas de panne d'un frigo, ou votre voiture vous lâche, ou vous devez faire des réparations, ou un dégât des eaux, ou peu importe. Si vous avez déjà cette réserve-là, alors c'est vrai que pour le long terme, ça n'inclura pas forcément les mêmes dépenses que les miennes, par exemple. Mais comme moi, pour le type de voyage, c'est vraiment sur du long terme, du coup, je mets dans cette catégorie-là. Mais par exemple, si je me dis, bah là, tiens, je vais faire un week-end dans les montagnes, bon, bah là, je vais aller piocher dans plaisir. D'accord. Alors je comprends bien l'idée de la répartition. Juste si on met enfin, les vacances dans le long terme, qu'on sait que par exemple donc on met 10% tous les mois, imaginons que ça représente, je sais pas, 100 euros tous les mois, et donc on sait qu'on va avoir au bout de 6 mois 600 euros. On peut pas dire que ça veut dire que si on prévoit les vacances pour dans 6 mois, on peut pas se dire que le budget vacances sera de 600 euros dans la mesure où c'est quelque chose qui correspond aussi à voyage, mais aussi à facture imprévue. Donc ça veut dire Oui, comment on détermine la partie de long terme qui peut correspondre à voyage et qu'on peut utiliser pour le voyage sans se mettre en danger, entre guillemets, dans le risque au cas où il y a une facture imprévue et que du coup on puisse pas la payer. bah, dans ce cas, le mieux, c'est d'aller plus loin dans ces 10% et de se dire, bon, bah, dans ces 10% de long terme, je vais mettre 5% pour les factures imprévues et 5% pour les voyages. Donc, c'est D'accord. vraiment toujours une question de répartition et de choix. Ouais, c'est vraiment faire des sous-divisions Voilà. si l'on souhaite être vraiment précis sur les. D'accord. En fait, la stratégie, c'est vraiment la base pour vous dire par rapport à l'étape 2, quelles sont vos priorités que vous donnez à votre argent. Maintenant que je sais comment je vais gérer mon argent, c'est vraiment mettre un cadre, vraiment cadrer la façon dont vos revenus sont répartis. Et vous pouvez adapter ce cadre. Après, moi, je sais que j'ai suivi vraiment ce cadre et comme je connaissais déjà ma façon de consommer et ce que j'avais envie, notamment les voyages, j'ai su qu'il fallait que je mette dedans. Après, ça dépend vraiment à chacun de la situation dans laquelle vous êtes. Si déjà avoir ce cadre, ça vous va bien, ça permet justement en mettant en place des virements automatiques de garder sous contrôle. Si vous savez déjà que dans le long terme, vous allez voyager, alors vous pouvez effectivement faire des sous-catégories, toujours dans ce cadre-là, mais affiner.
comme par exemple dans nécessité, c'est 55%. Si vous êtes à 70, 75, c'est de vous dire, bon, bah là, de toute façon, il y a vraiment les charges fixes, comme les assurances, téléphone, Internet, et mon loyer ou mon emprunt qui représente tant. Donc ça, je peux pas y toucher, mais j'ai aussi ma nécessité, le poste alimentation. Bah ça, je vais le réduire au fur et à mesure. Je peux jouer là-dessus. Donc, une fois que vous avez les grandes catégories, ça vous donne déjà une idée de comment est réparti votre argent. Et puis, vous pouvez aussi, c'est flexible, tout adapter en fonction de vous, de vos besoins. Et si pour vous, c'est des plaisirs tous les jours, les voyages, ben dans ce cas, vous le mettez dans le plaisir. Et si vous préférez vous dire, j'ai une partie de voyage et une partie que je réserve aux factures, je sépare en deux. Et à vous ensuite d'estimer, suivant justement vous pouvez faire les calculs justement avec les dépenses que vous avez analysées sur les 12 mois, en disant finalement, je pense avoir tant pour les voyages, mais tous les mois, j'ai une grosse facture qui tombe et qui est jamais prévue. Vous pouvez aussi jouer faut jouer sur votre situation actuelle pour tendre aussi vers cette situation et définir vos sous-catégories. Donc, une fois que vous avez mis en place cette stratégie, que vous avez défini vos pourcentages, ce qu'il va falloir faire, c'est automatiser. Automatiser parce que pour plusieurs raisons pour automatiser. La première chose et la raison principale, c'est que quand tout est automatisé, on peut oublier. Quand tout est automatisé, si vous mettez, dès que vous avez votre salaire, un pourcentage vers vos différents comptes bancaires pour le long terme, pour la liberté financière, pour vos vacances, vous n'avez même pas le temps de voir l'argent. Et si vous ne voyez pas l'argent, en fait, vous l'oubliez. Et si vous ne voyez pas l'argent, le premier réflexe, c'est de ne pas savoir qu'il existe et donc pas le consommer. Donc, c'est vraiment important d'automatiser. Alors en France, je sais que c'est très facile de mettre des virements en place réguliers de compte à compte et de compte vers d'autres banques. Et donc par rapport au pourcentage que vous avez défini, c'est vraiment de mettre ça en place et notamment les fameux 10% donc de liberté financière. Si vous avez déjà regardé un peu le sujet, c'est la fameuse règle des 10% pour se payer en premier. Parce que qu'est-ce qu'on a tendance à faire en général quand on a des revenus? Donc, dès qu'on a le salaire, on se dit, je vais payer mes factures, je vais payer mes dettes, je vais payer tout ce que je dois. Après, avec ce qui me reste, je vais le dépenser. Et c'est pour ça qu'on n'arrive jamais à atteindre la sécurité ou la liberté financière. Parce que ce qu'il faut faire, c'est prendre une partie, donc ça peut aller jusqu'à 10%, peut-être que pour l'instant, ça représentera beaucoup trop, ça dépend où vous en êtes, mais je prends ces 10% que je mets de côté, ou dans mon compte de l'IFI, et que je ne vois pas. Parce que ça m'assure ma sécurité financière. Et donc, si je les vois pas, je vais pas à me dire que je dois les dépenser. Et ensuite, les 90% qui restent, je vais les répartir suivant les factures que je dois payer, suivant les emprunts que je dois rembourser. Je vais les répartir suivant mettre de côté pour le long terme. Je vais les répartir pour faire mes courses au quotidien. Donc, et c'est ces 10% que vous n'allez pas avoir, qui sont virements automatisés, qui vont vous assurer vraiment sur le long terme d'être serein et pas de stress financier. Et pour répondre à ta question tout à l'heure, Julia, ce sont aussi ces 10% que l'on va investir, qu'on va faire fructifier. Et c'est pour ça qu'une fois que c'est parti, à un moment donné, peut représenter 15-20%. Et dans ce cas, c'est à vous de réajuster en fonction de la stratégie. Mais c'est cette partie-là et qu'on verra la semaine prochaine comment on peut l'investir ou surtout comment investir sans le perdre. Donc, du coup, c'est vraiment important de mettre en place ces 10% à automatiser vers un autre compte sans qu'on voit rien. Et puis, une fois que vous êtes vraiment au carré sur vos comptes, une fois que vous savez ce que vous dépensez, le moindre euro que vous dépensez, dans ce cas, vous pouvez aussi mettre en place les prélèvements des factures, les abonnements, pour que vous n'ayez plus rien à faire, pour ensuite oublier entre guillemets votre argent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà des prélèvements qui sont automatiques. Le risque, si vous n'avez pas encore regardé mis le nez dans vos comptes, c'est justement c'est automatique, donc vous ne le regardez pas. C'est exactement ce qui se passe. Donc on ne sait pas ce qu'on dépense. EDF, c'est prélevé tous les mois. On ne sait même pas combien on dépense en eau, en électricité.
non, c'est le risque. Donc, vraiment, quand vous faites le point sur vos dépenses, n'oubliez pas ces dépenses et prenez et regardez quel montant ça représente. Quel montant ça représente aussi. C'est important. Et donc, c'est vrai qu'après, je pense que toutes ces actions vont prendre du temps, peuvent prendre du temps, plusieurs heures, plusieurs jours. Mais une fois que vous avez mis tout ça en place, c'est vraiment la clé de la liberté financière. C'est par exemple un livre qui en parle, Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez, ne sont pas ceux que vous croyez, oui c'est ça, de Nicolas Bérubé, qui est parti interviewer des millionnaires canadiens, mais des millionnaires libres financièrement. Et leur secret, leur plus grand secret, c'est vraiment, une fois que je sais où vont mes revenus, combien je dépense, où ça va, je ne veux plus voir et j'automatise tout, et j'oublie. Et c'est en fait la clé aussi de leur succès, c'est d'oublier qu'ils ont ça et qui permet à l'argent de fructifier parce qu'ils ne stressent pas là-dessus sur leurs investissements. Ils savent aussi qu'ils ont de côté pour pouvoir survivre en cas de crise, par exemple. Donc, c'est vraiment leur secret d'oublier l'argent. Et ça permet surtout de se concentrer, eux, sur leurs propres projets, sur leurs projets personnels, sur leurs projets de carrière, sur leur projet de famille, sur leur projet de vie. Et le fait de ne pas avoir ce stress financier et d'en oublier même, ça permet pour eux d'avancer. Et c'est ce que je vous souhaite aussi à tous, c'est d'avoir vraiment, d'être libéré de stress financier pour vous réaliser. Pour vous accomplir et pour notamment répondre à la question que j'ai partagée dans le premier atelier, c'est si vous rêvez pas par exemple à définir déjà des objectifs, c'est à la fin de cette crise, à la fin de ce confinement, qui voulez-vous être en fait? Est-ce que vous voulez être la même personne qu'aujourd'hui ou est-ce que vous avez déjà envie de changer? Voilà, c'est se poser cette question, qui voulez-vous être une fois que ce sera terminé? Et cette question, vous aurez toujours du mal à la répondre si dès qu'une facture arrive ou chaque jour, vous vous demandez, mince, est-ce que j'ai assez sur mon compte? Ce sera difficile d'y répondre et de vous concentrer là-dessus. Et c'est une phrase que j'aime bien, c'est on ne peut pas rêver quand on est en survie. Donc c'est vraiment ça, c'est sortir de ce mode survie. Pour ceux qui sont vraiment endettés jusqu'aux extrêmes, ou sortir de ce stress financier pour ceux qui ont quand même déjà un niveau de vie confortable et qui ne savent pas où va leur argent. Donc ça, c'était la dernière étape, d'automatiser. Donc ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire... peut-être que vous allez réussir d'ici la fin du confinement à le mettre en place, mais ça prend du temps et je vous incite vraiment à prendre ce temps-là pour vraiment tout clarifier, parce que comme je disais tout à l'heure, vraiment la clarté, c'est le pouvoir. Donc, et c'est important du coup de pouvoir mesurer où vous êtes et où vous allez, d'éclaircir tous ces points-là et de profiter de ce temps-là pour le faire. Donc, plusieurs choses à retenir. Donc, comme je l'ai répété souvent, c'est de savoir où on est pour déterminer où on va, où on veut aller par rapport à vos objectifs. De mesurer vos progrès et vos résultats, mais pour pouvoir mesurer, il vous faut un point de départ pour pouvoir ensuite mesurer vos progrès. Et aux efforts faits, c'est exactement comme dans un régime. Hein. Si vous dites je veux perdre du poids, mais que vous n'avez aucun moyen de mesure, le régime, je pense que vos pertes de poids sera difficile à faire. Alors que si vous savez que vous faites 80 kilos et que vous voulez arriver à 70, ça se mesure. Vous voyez vos progrès, vous voyez vos efforts. Vous savez quand vous passez à 82 ou quand vous êtes à 78, et avec votre argent, c'est exactement pareil. La santé financière, ça se mesure. Une petite phrase que j'aime bien. Pour changer quelque chose, vous devez changer quelque chose. C'est-à-dire que, donc là, vous avez déterminé où vous en êtes dans vos situations. Vous savez si oui ou non, comme on a fait avec l'exercice par exemple, vous pouvez abandonner votre café ou non. Mais sachez que si vous voulez, dans tous les cas, vous assurer des finances saines sur le long terme et qu'à ce jour, vous êtes endetté ou que vous consommez plus que ce que vous gagnez et que vous ne changez rien, alors vous allez rester dans cet état-là. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vous allez rester dans ce cercle vicieux de dépenser plus ou de ne pas réussir à joindre les deux bouts pour un jour arriver à zéro découvert sur son compte.
Donc, vous devez vraiment passer à l'action, changer des choses. Ça passe notamment par les petits exercices que je vous ai fait faire, comme à quelle chose vous allez renoncer. Et même si ça peut être vécu comme une frustration, c'est vraiment pour pouvoir ensuite vous avoir une situation pérenne sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous voulez changer, il va falloir faire quelque chose. Une citation, je crois, connue de Einstein, mais je ne l'ai pas en tête, mais c'est vraiment dans le même type. Où je crois que c'est ça, les gens attendent un résultat différent, mais sans changer, en fait, en ayant toujours, faisant toujours les mêmes actions, ils veulent des résultats différents. Mais ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez un résultat différent, il y a une variable qu'il va falloir changer dans votre quotidien, dans vos dépenses. Et puis, comme je le disais juste à l'instant, le vrai secret, c'est qu'une fois qu'on a aligné son argent avec ses valeurs, qu'on sait qu'on est en phase avec ce qu'on dépense, qu'on sait que ça va vers nos objectifs ou si ça ne va pas, on en est conscient, alors c'est vraiment d'oublier son argent pour pouvoir réaliser ses rêves. Et je vais finir par une petite citation que j'aime bien. C'est si vous n'êtes toujours pas convaincu de mettre en place ces stratégies pour pouvoir ensuite avoir des finances saines. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est votre argent, c'est votre vie, donc reprenez le contrôle. Ne laissez pas l'argent prendre le contrôle sur vous, mais vraiment reprenez le contrôle là-dessus. Ça va vraiment être le point de départ pour que vous ayez vraiment la vie que vous attendez, la vie que vous méritez. Ou avancer vers là sans se soucier de si vous allez y arriver ou pas, si vous avez assez d'argent ou pas. Donc vraiment, c'est ça, reprenez votre argent en main. Donc j'espère que ces différentes actions vous ont parlé, vous ont aidé. Ouais, je vois que j'ai dépassé largement l'heure. Pour le livre dont je vous parlais, c'est celui-là. Moi, je le vois à l'envers, mais il est aussi extrêmement intéressant. En fait, c'est un journaliste qui a interviewé donc différents millionnaires canadiens, qui leur a donné leurs secrets. Et quand il dit ils ne sont pas ceux que vous croyez, en fait, ça peut être nos voisins. Là, je sais qu'on habite dans un quartier de Vancouver assez riche, donc il y a des Porsche, des Ferrari partout. On pense que ce sont eux les riches, mais c'est pas forcément eux. Ce sera probablement la personne qui est à côté, qui met les mêmes habits tous les jours, qui sort avec son petit caddie, parce que justement, elle met de côté, elle a déjà ses propres valeurs, elle sait où elle va, et finalement, elle a une vie ordinaire comme nous, on peut avoir. Va nous donner quelques règles pour savoir comment bien placer son argent. Donc, on se retrouve mardi prochain à la même heure, à 18h. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Super, un tout grand merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.